Et votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le professeur d'économie Jean-Marc Daniel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bon, est-ce que vous avez le sentiment que les GAFA ont perdu un peu de leur magic touch? On a évidemment tous suivi l'audition de Mark Zuckerberg devant le Congrès américain avec Facebook. On peut les passer en vue. Facebook est accusé d'avoir manipulé l'opinion en exploitant nos données personnelles, enfin en se laissant piller. On a Google, c'est autre chose, mais c'est un ensemble Google qui est accusé, entre guillemets, d'avoir une position quand même largement dominante sur le marché de la pub numérique. On a Apple qui est accusé d'avoir fait de l'obsolescence programmée avec ses iPhones. On a quoi? On a Amazon qui est accusé d'avoir tué le petit commerce. Voilà, est-ce qu'il y a une page qui se tourne pour les GAFA, pour les géants de la tech aux États-Unis? Est-ce qu'il y a un avant et un après les auditions de Mark Zuckerberg devant le Congrès américain? Alors, je pense qu'on est en train de vivre une évolution assez naturelle. C'est-à-dire qu'il y a la phase dans laquelle on est fasciné, on parle d'innovation, on va sortir les textes de Schumpeter. Et puis après, lorsque toutes ces entreprises rentrent dans notre vie au quotidien, on regarde ça d'un peu plus près. Avec, je pense, 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est sur Amazon et la façon dont on va traiter leur rapport à la concurrence. C'est-à-dire que Donald Trump, ce qu'il reproche à Amazon, c'est de détruire le petit commerce. Ouais. Or, le petit commerce est déjà condamné. La vraie approche en termes de concurrence, c'est non pas Amazon détruire le petit commerce, c'est quand est-ce qu'il y a d'autres entreprises de la même nature qu'Amazon qui vont émerger pour obliger Amazon à changer de comportement, éventuellement à baisser ses prix. Enfin, l'idée de l'intervention de l'État pour protéger ce qui doit mourir est une idée absurde. En revanche, l'idée de l'intervention de l'État pour dynamiser la concurrence, ça c'est une bonne idée. Le deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup de ces produits qui sont en train d'apparaître sans qu'on sache quelle est la réalité de leur prix. C'est tout le débat sur les data, c'est-à-dire est-ce que la data ça a un prix et si oui, quelle est c'est gratuit. Est-ce que c'est gratuit? C'est vous le client. Voilà, comment est-ce qu'on va effectivement déterminer ce prix dans une économie effectivement qui est très originale. On a beaucoup vécu sur l'idée, tous les économistes et tous les professeurs d'économie et les étudiants d'économie savent ça. Le prix c'est le coût marginal. Quel est le coût marginal de la data? Est-ce que ça correspond toujours, ce modèle du coût marginal? Est-ce que les gens seraient prêts, encore une fois, aujourd'hui, la question lui a été posée à Mark Zuckerberg, à payer pour un service qui est gratuit? Il a laissé la porte ouverte, il n'a pas totalement fermé la porte. Voilà, qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qu'on va acheter? Comment on va payer? Donc il y a la détermination du prix. Et puis il y a le long débat sur que doivent payer ces entreprises sous forme d'impôts. Et donc là, je serais plutôt en retrait en disant est-ce qu'il est vraiment indispensable de réfléchir à augmenter encore les impôts, à faire trouver un moyen de faire payer de nouveau d'autres personnes. Ça n'a de sens que si on réfléchit à une réorganisation globale de la fiscalité dans laquelle les GAFA sont incorporés, mais dans laquelle on pense aussi aux autres acteurs économiques. Ouais. Pour se développer, les GAFA, les géants de la tech, il y a eu un vide juridique qui a permis justement finalement qu'elles grandissent sans régulation. On a le sentiment quand même que Washington, en tout cas, devrait réguler un peu plus, sans chercher évidemment à fragiliser ces champions numériques, parce que le soft power américain s'exporte notamment au travers des GAFA. Oui, c'est un vieux débat. C'est-à-dire que là aussi, quand on reprend la référence qui est souvent mise en avant du moment où le président Roosevelt, pas Franklin, mais son oncle Théodore, a cassé la Standard Oil, a cassé le monopole des Rockefeller sur le pétrole, Rockefeller se défendait en disant « mais c'est absurde de venir à l'assaut de cette entreprise qui est en train d'assurer une forme de puissance américaine, d'assurer une forme de capacité des Américains à se projeter à la surface de la planète. » L'histoire bégait alors? Et l'histoire bégait d'une certaine façon parce que donc Théodore Roosevelt avait eu l'intelligence de répondre que l'Amérique c'était son dossier, que le rôle de Rockefeller c'était de s'occuper de gagner de l'argent et que lui, Théodore Roosevelt, il s'occupait du prestige de l'Amérique, il n'avait pas besoin de Rockefeller et du pouvoir d'achat des Américains. Et là, de nouveau, il est obligé d'entrer en opposition à Rockefeller. Donc là, on est un peu dans la même position, sauf que par rapport à Roosevelt, encore une fois, Trump est dans une position qui est une position non pas de préparer l'avenir, mais d'essayer de conserver le passé. Ouais. Et donc, c'est aussi le cas dans la sidérurgie. C'est tout un tas de mesures que prend Trump, qui sont des mesures plutôt d'essayer de freiner l'histoire que d'essayer d'anticiper et de préparer l'avenir. Ouais. Mais on sent qu'une prochaine loi aux États-Unis est quasiment inéluctable. La question, c'est jusqu'où ira le curseur? Est-ce que ce sera de nature à remettre en cause leur modèle économique?
Non, je pense que ça sera de nature à adapter leur modèle économique à ces nouvelles technologies. Ouais. Vous avez d'ailleurs, quand on regarde la littérature économique qui commence à apparaître, j'en reviens à cette idée de prix, de coût marginal et tout ça, il y a toute une littérature qui dit que une des caractéristiques sur le plan strictement économique de ces GAFA, c'est d'être à rendement croissant, c'est-à-dire que vous créez un nouveau compte Facebook, diffuser de l'information, ça coûte quasiment rien. Et donc, il y a un rapport à la gratuité qui doit être redéfini, repensé, et que le modèle économique dominant de l'industrie ne permet pas véritablement de formaliser. Donc, les Américains réfléchissent, y compris sur le plan théorique, au monde des GAFA. Ouais. Sachant on sent comme une défiance de la part du public pour ces géants de la tech. Il y a eu un sondage récemment qui montrait que les grandes marques, les Apple, les Facebook, les Google, avaient dégringolé dans les classements en matière de notoriété. Et derrière, la question qu'on se pose, c'est de savoir si les gens de la tech n'ont pas trop de pouvoir aujourd'hui, s'ils ne sont pas trop gros, c'est tout ça, c'est le même sujet, tout ça. Et à la fin, savoir s'ils ne seraient pas un petit peu trop. Non, il n'y a pas Oui, de... oui. Et donc, d'où l'idée derrière d'aller vers plus d'encadrement, plus de régulation, mais on part de rien. Oui. Donc, on va vers un peu plus quand on part de rien. Encore une fois, moi je pense que répondre par plus de régulation dans un système... D'encadrement, là. Oui, d'encadrement dans un système qui est dynamique, assez vite, les gens cherchent... Mais quand il n'y a pas de cadre. Oui, Il n'y a pas de cadre aujourd'hui. Il n'y a gens pas d'obligation, il n'y a pas de contrainte Non, aujourd'hui. les gens cherchent à On n'est pas en France. Oui, oui, absolument. Les gens cherchent à contrôler le cadre, c'est-à-dire que toute régulation génère son propre marché noir. En revanche, on en revient à la logique de Theodore Roosevelt, c'est-à-dire que si on n'a pas confiance en Google, il faut qu'il puisse y avoir d'autres moteurs de recherche que l'on puisse mobiliser pour faire le travail. Mais les barrières à l'entrée sont tellement hautes, ils sont devenus tellement grands, ces géants, que sur le papier, ils avaient raison, mais dans les faits, c'est impossible. Donc c'est tout l'enjeu des pouvoirs publics, c'est effectivement d'abaisser les barrières à l'entrée. Je reconnais libéral et vous avez raison, mais quand la barrière est trop haute à franchir, personne ne peut la franchir. Mais c'est plus compliqué en tout cas. Oui, c'est plus compliqué, mais encore une fois, il faut aller voir Google et puis dire, écoutez, si vous empêchez les gens de rentrer, on vous casse et on fait en sorte que tout le monde puisse rentrer parce que vous avez cessé d'exister en tant que tel. Ils nous surveillent trop quand même malgré tout, ces géants du web. Alors, ils nous surveillent, surtout, on ne sait pas exactement ce qu'ils surveillent et le type d'information qu'ils collectent et après ce qu'ils vont faire de cette information. C'est comme une boîte noire absolument incroyable. Ah oui, c'est-à-dire on ne sait pas très bien. Il y a quand même un problème là-dessus. Il y a à la fois un problème et d'un autre côté, il y a cette idée qui est une idée à mon avis assez étrange, comme quoi c'est pas grave parce que la société est une société dans laquelle on doit être transparent et je crois que la liberté aussi c'est la liberté d'être caché, c'est-à-dire pour revivre caché. Surtout la vie personnelle. Oui, la vie personnelle. Je pense qu'on a effectivement le droit d'avoir une certaine vie privée qui ne soit pas exposée, même si tout le monde dit, mais écoutez, si vous n'avez rien à vous reprocher, qu'est-ce que ça peut vous faire que les gens sachent que vous mangez, que les gens sachent... Personne ne contraint les uns et les autres à mettre toute leur vie sur Facebook. Oui, absolument. Et savoir à quelle heure vous vous couchez, puis savoir à quelle heure vous avez consulté Google, savoir qu'est-ce que vous avez choisi sur Google comme type d'information à mobiliser. Si vous n'avez rien à cacher, mais on a quand même, la liberté, c'est d'avoir le droit de cacher même les choses qui sont tout à fait honnêtes. Allez, Jean-Marc Daniel, retour en France. 2% de croissance cette année, c'est le gouvernement qui nous le dit. C'est une prévision, évidemment, 1,9% pour l'an prochain. Donc, l'exécutif revoit là-haut ses prévisions de croissance. La question, c'est quelle est la part, difficile de répondre, évidemment, quelle est la part dans ce bon chiffre due, encore une fois, à l'environnement international qui est porteur et quelle est la part qui est due aux réformes qui ont été engagées par le président Macron. Oui, pour moi, la dynamique de la croissance, elle est due au cycle économique. Et donc Macron n'y est pour rien. Et l'environnement. Emmanuel Macron n'y est pour rien. Aujourd'hui, dans les 2% de croissance. Dans les 2% de croissance, il est là depuis à peine un an. Et en plus, il a une lisibilité de ses réformes qui est quand même assez floue. Hein. C'est un feu d'artifice, c'est un festival de réformes. Mais on ne sait jamais jusqu'où on va, on ne sait jamais où on en est. On a du mal à suivre tout ça. En communication, on appelle ça un tapis de bombe. Oui, on ouvre le carpet bombing, on ouvre des chantiers dans tous les sens. Mais finalement, qui accouche de souris? Oui, absolument. Jusqu'à présent, on a surtout accouché de souris. Écoutez, on a beaucoup parlé. C'est la dur, dis donc. Là. Oui, on a beaucoup parlé. Alors, sur le plan des institutions, on nous a dit qu'on allait moderniser la vie politique et tout ça. Personne ne sait ce qui s'est passé. Sur l'UNEDIC, le chômage, la réforme de la sécurité sociale. L'ouverture à un droit universel, sans chômage, ça a été rabougri, ratiboisé. Il y avait dans la foulée la disparition du RSI, le régime de sécurité sociale des indépendants. Qui est devenu la sécurité sociale des indépendants. Il a disparu, mais on ne sait pas très bien ce que ça
signifie concrètement sur le terrain. Sur les ordonnances travail, on s'aperçoit que finalement l'essentiel du travail avait été fait par la loi El Khomri. C'est la vraie grande réforme, la véritable oxygénation du marché du travail. Elle appartient à la loi El Khomri. Et sur les finances publiques, qui est quand même l'élément clé du dispositif. On ne voit pas grand-chose pour l'instant. Voilà. Au contraire, même, on voit plutôt une détérioration de la situation. C'est-à-dire que le budget a été voté avec un déficit affiché, alors on verra en exécution, mais plus important que le déficit de l'année précédente. 60 milliards d'euros, non? Oui, absolument. Enfin, plus. On finit à 68 milliards d'euros sur l'ensemble des finances publiques, mais le budget de l'État a été voté avec un déficit supérieur à 80 milliards d'euros pour 2018. Et l'INSEE a annoncé qu'en 2017, les prélèvements obligatoires avaient augmenté. C'est-à-dire que c'est des décisions immédiates qui ont été prises. Ce qui est intéressant, effectivement, pour le coup, sur le prélèvement obligatoire, le gouvernement, d'ailleurs, qui table sur... c'est la pression fiscale, c'est tout ce qui est taxes, impôts qui est encaissé par l'État sur tous les agents économiques. En 2022, on serait à 44,3%, il faut être précis. On reviendrait au niveau de 2016. Et là, on se dit, un quinquennat pour rien en matière donc, fiscale, puisqu'on nous avait vendu 1 point de PIB de baisse des prélèvements obligatoires. Là où il faut quand même rendre à César, il faut expliquer, c'est que, alors c'est un peu compliqué, ce qu'on appelle l'élasticité des recettes fiscales à la croissance. Quand il y a de la croissance, les recettes rentrent beaucoup plus vite que l'augmentation de l'activité. Et dans l'autre sens, on le sait aussi, ça marche dans l'autre sens, quand il y a en cas de crise, les recettes s'effondrent beaucoup plus que la baisse de la croissance. On a une forte élasticité. C'est ce qui explique qu'il y a un numérateur et un dénominateur. Pardon, il faut avoir fait un peu de maths, mais et qu'au final, il y a bien 20 milliards d'euros de baisse des impôts qui sont prévus pour les ménages, sur l'ensemble du quinquennat et sur les entreprises. Mais comme il y a de la croissance, on en paye plus spontanément parce qu'il y a plus de revenus, etc. etc. C'est ça ? Oui, c'est ça. Mais ce qui il y a débat ou pas là-dessus? Oui, au débat, mais il y a un débat, mais ce débat, à mon avis, me paraît un peu à côté des véritables enjeux. Pour moi, le véritable enjeu, c'est que ces impôts qui bougent, ils bougent en fonction de la conjoncture. Et l'hypothèse qui est faite par le gouvernement, c'est qu'elle va être bonne jusqu'à la fin du quinquennat. Or, s'il y a un cycle... Un peu moins, on est à 2, 1,9, 1,7, 1,7. S'il y a un cycle, et on commence à voir des indicateurs conjoncturels qui se détériorent, effectivement, cette conjoncture... Rien de grave. Oui, mais cette conjoncture va se détériorer à l'horizon d'ici à 2022. Et donc, toute l'amélioration de la situation des finances publiques repose sur la conjoncture, alors qu'il faudrait la faire reposer sur des réformes de structure, et notamment sur une baisse des dépenses publiques. Et donc, je pense que le gouvernement et la France, dans la foulée, va au-devant de sérieuses déconvenues en termes d'évolution de ses finances publiques. Même si on nous promet l'équilibre. Vous avez dû être content quand vous avez vu hier le gouvernement nous dire on sera à l'équilibre. Mais en même temps, François Hollande nous avait dit pareil en début de mandat. Je pense que chaque président, quand il arrive, nous dit la même chose. Équilibre pour la fin du mandat. On s'y approche plus parce que le point de départ, on ne part pas de 4, on part de 2,6. Oui, quand on regarde d'ailleurs les efforts qui ont été faits, Hollande part après avoir réalisé une réduction assez spectaculaire du déficit budgétaire, mais il l'a fait au prix d'une augmentation colossale des impôts. Et donc le véritable enjeu maintenant, puisque toujours le même, c'est toujours le même. C'est toujours le même, c'est un peu répétitif, c'est un peu... Il donne le sentiment, le gouvernement, de caler devant l'obstacle. On a le sentiment quand même que sur la dépense publique, on avait Pierre Gattaz hier qui était à votre place, qui nous disait que la baisse de la dépense publique n'allait pas assez vite, n'allait pas assez loin. On a le sentiment que pour l'instant, mais on attend des décisions dans les prochains mois, cale devant l'obstacle, encore une fois, de la baisse de la dépense publique. Oui. Parce qu'il y a de la croissance et qu'au final, comme il y a de la croissance et que les recettes fiscales vont plus vite, rentrent plus vite, plus rapidement et plus fortement que la croissance, on laisse faire. Oui, on s'installe dans ce que j'appelle un schéma à la Dubarry, encore 5 minutes, monsieur le bourreau, laissez-moi encore 5 minutes. Sachant encore une fois que sur les dépenses publiques, à chaque fois qu'on veut porter le fer dans la plaie, on vous dit mais vous n'allez quand même pas supprimer des emplois d'infirmières, vous n'allez pas supprimer des emplois de policiers. Combien de fois on a reproché à Nicolas Sarkozy d'avoir supprimé des emplois de policiers dans une société qui se sent de plus en plus dans l'insécurité. Donc il faut analyser réellement ce dont on a besoin et il faut commencer à se dire est-ce que l'enseignement supérieur ne peut pas être privatisé? Est-ce que certaines fonctions qui sont entre les mains de l'État ne doivent pas être privatisées? Lesquelles? J'adore toujours les libéraux qui me disent ça, mais lesquelles? Moi, je parle à l'enseignement supérieur. Je pense dans les dépenses de santé qu'il faut commencer à engager la privatisation de la sécurité sociale. Je pense qu'il faut commencer à engager des procédures dans lesquelles... C'est pas dans le programme d'Emmanuel Macron, ça. C'est pas dans le programme d'Emmanuel Macron, mais il y a beaucoup de choses, même qu'il fait ce qu'il dit, il y a des choses qui n'étaient pas dans son programme. C'est ce qu'on lui dit sur la SNCF, par exemple. À juste il n'avait
pas parlé. Donc, puisqu'il n'avait pas parlé pour la SNCF, pourquoi il ne s'attaque pas à la sécurité sociale? Pourquoi il ne s'attaque pas à l'enseignement supérieur qui est en train effectivement de devenir une source d'ennui, d'inquiétude, de difficultés pour le gouvernement? Pourquoi ne pas, là aussi, regarder les choses de façon Certains disent qu'il faut posée mettre plus et de aller moyens, jusqu'au bout. vous dites qu'il faut privatiser. Exactement. Je pense qu'il faut arrêter le mensonge qui consiste à faire croire aux gens que ils auront un diplôme qui leur ouvrira une carrière absolument faramineuse, des niveaux de rémunération très élevés, et qu'il faut avoir une vision plus utile, plus pragmatique, plus réelle de ce qu'est l'enseignement et l'enseignement supérieur. Sur la dépense publique, ce qui est vrai, c'est quand on a un peu de mémoire, on se souvient, Édouard Philippe, le Premier ministre, il est dans son discours de politique générale, on est sûrement en juin ou en juillet 2017, il nous dit stabilité de la dépense publique en volume avant inflation. Et là, on se dit qu'effectivement, on voit rien, quoi. On voit rien venir. On est à plus 2,5% en volume. Après, ça va compliquer parce qu'il y a, je crois, la réintégration fiscales liées à la taxe sur les dividendes, etc. Donc c'est un peu bidouillé, mais on n'est pas en stabilité en volume. On n'est pas en stabilité. Le dernier personnage qui a équilibré les comptes publics, c'était Raymond Barre. D'ailleurs, c'est l'occasion aujourd'hui de lui rendre hommage puisqu'il était né le 12 avril. Et donc Raymond Barre, en 1980, équilibrait les comptes publics. Et il avait équilibré les comptes publics grâce à la sécurité sociale. Or, on voit bien qu'un des problèmes de l'économie française dans ces comptes publics, c'est le fait que même dans la période la plus favorable du cycle, dans cette période dans laquelle nous sommes, on est à 2. On est à 2% déficit. On a encore un déficit de la sécurité sociale, on a encore une assurance maladie qui ne dégage pas d'excédent, et puis surtout, on attend maintenant la réforme sur l'assurance vieillesse, c'est-à-dire on commence à avoir un certain nombre de premières propositions. Jean-Paul Delevoye a annoncé qu'il allait assez rapidement annoncer la vision qu'il avait de l'avenir de l'assurance vieillesse. On voit bien que, vu la démographie, vu la situation des finances publiques, c'est un des enjeux majeurs. Et là aussi, ce que je crains, c'est qu'on fasse beaucoup de temps à faire un diagnostic, mais qui existe depuis des années, et assez peu de temps à réaliser des mesures. Il reste quelques instants à passer ensemble, Jean-Marc Daniel. On a le président de la République qui s'exprime aujourd'hui sur TF1 et dimanche sur BFM TV. On a compris que ce n'étaient pas les mêmes cibles à qui il allait parler aujourd'hui et dimanche. Il doit mettre de la cohérence dans son action, montrer le cap des réformes. Et quand on vous écoute, pour l'instant, c'est un quinquennat, enfin c'est un cinquième de quinquennat pour rien en matière de réforme économique. Vous nous dites, sur 2% de croissance, il y est pour rien, le président. Oui. Je pense qu'il faut, effectivement, vis-à-vis de la population, qu'il annonce clairement les choses. On dit qu'il faut faire beaucoup de pédagogie, mais il y a un moment où la pédagogie atteint ses limites. Il y a un moment où il faut sortir du discours, de la palabre pour passer dans l'action. Et je pense qu'il faut qu'il retrouve dans son action la cohérence qu'il y avait dans son projet. D'ailleurs, il disait lui-même qu'il avait un projet, pas un programme, qu'il avait une vision à long terme et pas un catalogue de mesures qu'il pourrait prendre pour satisfaire telle ou telle catégorie. Pour l'instant, je veux dire, tout ce qui a été appliqué hors la SNCF, c'était dans son programme, il déroule, sauf sur la dépense publique. Oui, sauf que prenez un exemple très simple, il avait annoncé qu'il augmenterait la CSG de 1,7% pour financer effectivement la baisse des cotisations. C'est fait. Sauf que les gens qui ont payé les 1,7%, on n'a pas arrêté de dire, mais rassurez-vous, ça va être compensé par la baisse de la taxe d'habitation, puis pour les fonctionnaires, on va prendre des mesures en plusieurs temps. Et puis pour les retraités, on va regarder cas par cas, on va essayer de faire en sorte que 100 000 retraités. Il y avait une cohérence initiale qui consiste à se dire ceux qui vont payer sont ceux qui sont abrités, ceux qui sont hors de la concurrence internationale, à qui on va demander un effort financier, et puis ceux qui vont en bénéficier, ce sont ceux qui sont sur les salariés du secteur privé en situation d'être en concurrence internationale et qui par ailleurs perdent des droits avec la réforme du Code du travail. Donc il y avait une cohérence de l'effort. Et puis ça se défait progressivement. On dit à tout le monde, mais rassurez-vous, en fait, je vais trouver un moyen de faire en sorte que vous n'ayez pas à payer. Si on n'est pas capable de dire aux gens, voilà ce que vous allez payer, il va falloir faire un effort. Cet effort, c'est pas d'être Churchill, on n'a pas besoin de promettre du sang et des larmes, mais de lui dire, écoutez, vous voyez bien, on a encore un déficit extérieur, on a encore une dette publique qui s'accroît, on a encore un déficit budgétaire. Je trouve, pardon, Jean-Marc, un décalage entre la situation telle qu'elle nous est vendue, 2% de croissance, plus de croissance, moins de déficit, un chômage qui baisse, des créations d'emplois privés de 150 000 ou 270 000 en un an. Et ce que vous nous décrivez là, il y a un décalage entre votre appréciation, votre grille de lecture et ce qu'on voit dans les grands chiffres. Après, il y a le ressenti évidemment avec le carburant qui a augmenté, le prix du tabac, la CSG évidemment. Oui, il y a deux choses dans mon propos. La première chose, c'est qu'on a l'impression à entendre nos autorités que cette situation d'amélioration est une situation qui annonce des lendemains qui chantent. Or, je pense, compte tenu de la dynamique cyclique, que la situation atteint son mieux. C'est pas la préparation d'une amélioration, c'est au contraire la situation où on a le pain blanc qu'on est en train de manger. Et la deuxième chose, c'est que malgré cette amélioration
l'amélioration de la situation, malgré une situation qui est relativement favorable et dont je pense qu'elle est la plus favorable que l'on puisse obtenir dans le cadre actuel de l'économie française. On a encore 8,9% de taux de chômage, on a encore un déficit budgétaire qui fait 2,3-2,5% du PIB, et on a encore un déficit de notre balance des paiements courants. Donc vous nous promettez des lendemains qui déchantent, on finit là-dessus, c'est ça en fait? Puisqu'on est au top du cycle et que le pire, enfin le moins bon, pas le pire, mais le moins bon reste devant nous. Je promets des lendemains qui déchantent si le gouvernement n'a pas préparé ces lendemains qui déchantent. En faisant quoi alors? Eh bien, en se dégageant des marges de manœuvre budgétaires et en préparant les réformes qui permettront effectivement à la France, dans la période de tempête qui arrive normalement dans le cycle, de s'en sortir. Donc on a fait les réformettes, c'est ça? Jusqu'à présent, oui. Tout le monde dit la flat tax, c'est génial. Pour, c'est la chose la plus importante qui a été faite. Ça a été très important. La suppression de l'ISF et le prélèvement forfaitaire unique, ça c'est une bonne mesure. Faut-il encore que ça ruisselle après? Pour qu'il y a les premiers de cordée, puis après il y a les autres. Ah ben, il faut que les premiers de cordée, mais même pas que ça ruisselle, il suffit que les premiers de cordée montent. Les gens n'ont pas besoin, les gens finissent par monter une fois que les premiers de cordée sont montés. Donc vous y croyez, ça, à cette oui, ça c'est très important. La logique des premiers de cordée, ça c'est une bonne logique. Ça vous plaît, ça. Allez, merci à vous. Aujourd'hui, Jean-Marc Daniel, professeur d'économie à l'ESCP Europe, était votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama.